Bonjour, nous sommes en direct de la librairie Kléber à Strasbourg. Bonjour Charlotte. Bonjour, Alors qu'est-ce qui est plus grave? Une maladie qui fait 3 millions de morts ou une maladie qui fait 11 millions de morts? 11 millions. Mais non, 3 millions. Pourquoi? Mais 3 millions, on en parle tout le temps, c'est le Covid. Le Covid fait 3 millions de morts sur la planète et la malbouffe fait 11 millions de morts et personne n'en parle. Christian Rémézy, nous allons en parler. Bonjour Christian Rémézy, bonjour tous les Bonjour. auditeurs et les fidèles de la librairie Kléber, bonjour François. Nous sommes là pour parler d'un livre de Christian Rémézy qui s'appelle La nutri-écologie, le voilà, aux éditions Thierry Soucard, vous le trouverez à la librairie Kléber, et nous allons converser, Christian Rémézy, sur ce livre que, franchement, que j'ai dévoré, je l'ai trouvé absolument passionnant. D'abord parce que votre itinéraire commence, comment dire, très bien. Vous êtes vous êtes d'une famille de paysans, donc vous savez de quoi vous parlez. C'est-à-dire que quand vous parlez de nutrition, vous avez bien les pieds dans la terre et vous êtes dans ces merveilleux paysages du Sud-Ouest où vous êtes né. Donc, euh, vous n'en parlez pas d'une façon abstraite. Vous êtes chercheur à l'INRA, mais vous en parlez d'une façon extrêmement pragmatique, extrêmement concrète et comme de quelque chose de vécu. Comme Pierre Rabhi a inventé l'agroécologie, et nous connaissons tous l'itinéraire de Pierre Rabhi que nous aimons beaucoup, qui est venu ici à cette librairie Kléber et qui a passionné nos auditeurs. Vous avez continué en allant au-delà et en parlant de nutri-écologie. Je pense que c'est lié à vos recherches à l'INRA. Vous racontez, j'ai connu l'attraction animale, la paire de vaches qu'il fallait atteler pour travailler au champ. Vous avez des très jolies images de ça. Et est-ce que c'est ça qui a façonné, je crois, est-ce qu'on peut le dire, ou en tout cas je vous pose la question, est-ce que c'est ça qui a façonné votre état d'esprit et qui a façonné l'esprit de vos recherches en matière de nutrition, puis de nutri-écologie? Oui, j'avais un héritage paysan en moi-même et en même temps, je suis devenu un scientifique. Et à un moment donné, il y avait une dissociation en moi-même. Et la seule façon de réconcilier à la fois mon héritage paysan et mon parcours scientifique, c'était de trouver un terme qui unisse tout cela. Et ce terme, c'est la nutri-écologie. Alors, je suis fier d'apporter, j'espère, à l'humanité entière ce mot nutri-écologie, de même que le terme agroécologie fait référence, sert de guide. J'espère que la nutri-écologie servira de guide pour une politique alimentaire et pour l'ensemble des humains. Vous voyez, donc j'ai une ambition assez grande. Mais nous sommes là pour aller dans le même sens, nous sommes là pour vous aider. Oui. Pourquoi des choses aussi évidentes que ce que nous sommes en train de dire n'arrivent pas, mais on va le voir parce que c'est un peu le déroulé du livre, mais pourquoi on n'arrive pas, pourquoi ça ne vient pas naturellement et pourquoi il faut qu'il y ait des gens comme vous et comme d'autres, comme Pierre Rabhi aussi et comme d'autres encore, Monsieur Collard-Dutilleul que nous avions interrogé la semaine dernière et Monsieur Fardet que vous connaissez bien, que nous interrogeons la semaine prochaine. Pourquoi ces personnes ne sont pas plus entendues, je dirais, sont encore insuffisamment entendues? Parce que la science, la technique est nécessairement réductionniste. On est spécialiste d'une question particulière et on a affaire à des nutritionnistes qui connaissent divers domaines de l'alimentation, des agronomes qui connaissent les techniques agricoles et la possibilité de faire un lien, de dire qu'il faut concevoir un ensemble harmonieux où l'alimentation est totalement en harmonie avec le monde vivant, c'est quelque chose qui paraît utopique. Et pourtant, cette utopie, elle est absolument nécessaire et c'est elle qu'on doit décliner. Donc, pendant très longtemps, on a tout compartimenté, on a voulu, je veux dire, développer des activités économiques, faire des discours de prévention, sans faire de lien dans cet ensemble.
Et, il était évident qu'après le terme agroécologie, il fallait aller gravir un échelon supplémentaire et aller vers la nutri-écologie. Oui, en fait, mais vous le dites dès votre introduction, et ce sera ensuite développé tout à fait, complètement au cours du livre, mais vous refaites d'un monde, je dirais, cohérent et qui s'organise et se coordonne, l'écologie, la nutrition et la préservation de l'environnement. J'ai l'impression que chacun, à l'heure actuelle, les uns s'occupent de nutrition, les autres d'écologie, les troisièmes de préservation de l'environnement, et que je crois que le mérite de votre vision de la nutri-écologie, c'est d'avoir fait un tout, c'est d'avoir remis, de recoordonner ces choses qui n'auraient jamais dû être séparées et qui sont visiblement maintenant traitées comme des sciences séparées les unes des autres. C'est très difficile parce que l'approche scientifique est nécessaire. Il faut commencer par analyser tous les facteurs nutritionnels. Et donc, si j'avais pas eu cette base scientifique-là, j'aurais pas pu délivrer un discours, j'allais dire, aussi certain. J'aurais pas pu être aussi sûr de moi. Mais ayant des bases nutritionnelles très solides, j'ai vu qu'elles pouvaient être reliées, qu'elles pouvaient être compatibles avec une gestion harmonieuse des campagnes et du vivant. Voilà. Et tout d'un coup, on se rend compte que tout est possible. Et pendant longtemps, on a tâtonné parce qu'on était chacun recherchait dans son coin une solution particulière. Or, c'est une solution globale qu'il nous faut. C'est très important ce que vous dites, je crois, et c'est du moins ce que je ressens, parce que vous tenez un discours scientifique. Or, longtemps, des gens qui voulaient se rapprocher de la Terre, qui voulaient être plus naturels ou plus bio, comme on dit, ont passé pour des poètes dans la meilleure des hypothèses et des rêveurs dans la pire. Et vous dites non, non, j'ai un discours scientifique. Mon discours est scientifique. C'est important d'ajouter cette dimension. Oui, c'est scientifique parce que, en plus de ça, c'est la pensée magique. Lorsque on veut, par exemple, produire du lait avec des vaches qui produisent 10 000 litres de lait, qui sont dans j'allais dire, une lactation quasiment inflammatoire, Holstein de votre livre. et par miracle, quelque chose qui a été fait dans de mauvaises conditions serait bon pour la santé. Et donc, ce qui veut dire que pendant longtemps, finalement, d'une certaine manière, les nutritionnistes pratiquaient la pensée magique. Oui, alors vous définissez 3 missions. Charlotte va nous lire les 3 missions. C'est votre texte qu'elle va lire. Vous dites, il y a les 3 missions de la nutri-écologie. Charlotte. La première mission, responsabiliser les consommateurs sur les conséquences de leurs choix alimentaires sur leur santé et la planète. Deuxième mission, indiquer au secteur agricole ce qu'il doit fournir pour exercer pleinement sa vocation nourricière et écologique. Et troisième mission, contraindre le secteur agroalimentaire à préserver la naturalité des aliments. Ben voilà, Vaste programme. Vaste programme, oui. Vous voulez retisser le lien. Je fais toujours référence à votre livre, donc je reviens dessus. Vous voulez retisser le lien entre la nutrition et l'écologie, donc c'est ce que nous venons de dire, et vous écrivez, sûrement parce que la nutrition a cru pouvoir résoudre les problèmes de santé sans rattacher l'alimentation humaine à une chaîne écologique, et qu'elle a échoué. Donc vous partez de ce constat et vous construisez votre raisonnement là-dessus. L'échec, il est extraordinaire. Quand on pense qu'avec des recommandations théoriquement, je veux dire, sûres, on ne sait pas résoudre une épidémie d'obésité, de diabète. Donc l'échec, il est extraordinaire. C'est le nutrionisme, c'est-à-dire le discours centré seulement sur les nutriments ne permet pas de gérer l'alimentation humaine. Oui, on reviendra là-dessus parce qu'on va forcément parler de la composition des aliments et de l'aspect strictement, je ne sais pas comment, analytique, chimique de l'aliment, et où on arrive à des aberrations en donnant de bonnes notes à des aliments, ce qu'on appelle les faux aliments. Enfin, nous appelons les faux aliments, vous avez sûrement un terme plus technique pour dire ça, ce sont des aliments complètement reconstitués et faits à base de calorides.
de calories, des calories vides. On va parler des calories vides. Oui. Ben voilà, ben parlons-en des calories vides, Charlotte. Les calories vides, qu'est-ce que c'est? Texte de Monsieur Révézy. En soi, une calorie est une calorie. Mais dans les aliments naturels, les calories sont d'origine très diverses et accompagnées d'une fraction non énergétique très complexe, constituée de fibres alimentaires, de minéraux, de vitamines et d'autres micronutriments. Si on ajoute dans un aliment du sucre ou des matières grasses purifiées, on qualifie ces apports de calories vides. Ces calories ajoutées augmentent la valeur énergétique de l'aliment sans apporter aucun autre constituant d'intérêt nutritionnel. Utilisées à grande échelle dans les produits transformés par l'industrie, elles sont à l'origine de nombreux problèmes de santé publique, tels que l'obésité et le diabète. Là, on vient à l'introduction avec les millions de morts. On crée des produits dont les calories sont vides et qui, en fait, sont mauvais pour la santé et font mourir. Ce sont des statistiques officielles, 9 millions, et elles ne comprennent pas le diabète. Donc, on peut estimer que c'est peut-être plus. Alors, donc, nous avons lu votre définition des calories vides, mais peut-être que c'est important que vous en disiez quelques mots de plus. Oui, j'ai voulu donner une image des calories vides en parlant du moteur de temps. Dans un moteur de temps, si on met de l'essence sans mettre de l'huile, on fait griller le moteur. Voilà. Et donc, en physiologie humaine, en métabolisme, mettre des calories sans l'accompagnement en micronutriments, en fibres, en vitamines, en minéraux divers, on fait griller notre moteur. Seulement, on est plus résistant que la mobilette, c'est-à-dire on dure des années, il n'empêche, à la fin, on développe un certain nombre de pathologies. Donc, j'allais dire, ça a été l'erreur majeure de l'industrie agroalimentaire de penser qu'elle pouvait faire du cracking alimentaire, décomposer, recomposer les aliments, rajouter des arômes, des colorants, des texturants, des épaississants, des antioxydants, tout ce qu'on voudra, et que ce trafic alimentaire allait être satisfaisant pour gérer à long terme la santé humaine. Non, nous sommes, je veux dire, nous avons gardé nos gènes de chasseurs-cueilleurs et nous avons toujours besoin d'une alimentation naturelle. Et, effectivement, on peut survivre avec une alimentation, j'allais dire, semi-synthétique et relativement équilibrée, mais bon, on ne peut pas dire que les aliments proposés par l'industrie agroalimentaire soient satisfaisants. La preuve qu'ils induisent ces dérives, ce changement même, j'allais dire, à une échelle globale du phénotype humain, et avec ce qui est un peu difficile aussi à comprendre, c'est qu'il y a des facteurs épigénétiques, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a provoqué une épidémie, enfin un changement vers l'obésité, vers le diabète, ensuite les descendants de ces personnes atteintes seront plus facilement, j'allais dire, aptes à développer des diabètes ou aptes à la surcharge pondérale. Donc c'est un changement quand même extraordinaire qu'en 50 ans d'industrie agroalimentaire, on est, j'allais dire, atteint plus de 2 milliards d'hommes et durablement. Voilà. C'est comme si il a eu, j'allais dire, des milliers d'années où l'homme avait une génétique durable et en l'espace d'un demi-siècle, l'homme se met en danger par son alimentation. Alors là, ça m'amène à vous poser deux questions directement par rapport à ce que vous venez de dire. La première question, c'est est-ce que c'est pas irréversible? Enfin, on a atteint un tel point que comment revenir en arrière? Et la deuxième question, c'est, je dirais, pourquoi on s'en est pas rendu compte avant? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on est allé si loin sans qu'à aucun moment il y ait eu de frein? Donc, est-ce que c'est irréversible ou pas? Est-ce que notre lutte, la vôtre, la nôtre, est réversible ou est-ce que c'est un petit peu peine perdue maintenant? Alors, on ne peut pas dire que ce soit pas irréversible, mais j'allais dire le changement à la fois des habitudes et le changement du mode alimentaire, des productions agricoles, enfin des supermarchés, de toute cette chaîne
ce sera difficile de revenir à quelque chose de plus naturel. En plus, l'homme lui-même, lorsqu'il est plutôt adapté, enfin, on ne s'adapte jamais, mais lorsqu'il est habitué à cette alimentation industrielle, n'est plus réellement capable, par exemple, à cause du microbiote, j'en parle dans mon bouquin, Oui. il n'est plus réellement capable de consommer une diversité de produits végétaux naturels, ainsi de suite. Et il est plus adapté à cela. Donc, on est petit à petit, c'est comme s'il y avait une sorte, je veux dire, de perte de notre patrimoine naturel. Et si on continue comme cela, on ne sera plus, on sera des humains de plus en plus artificiels sur le plan alimentaire. Alors qu'il faut rester, il faut s'accrocher au naturel, c'est-à-dire à une alimentation qui soit soit de produits bruts, soit bien transformée, mais qui ne soit pas artificielle, qui ne soit pas constituée de pseudo-aliments. Donc, le retour en arrière est possible, mais ça demande beaucoup de patience, d'une part à titre individuel, simplement à titre individuel, ça ne se fait pas nécessairement du jour au lendemain, et à titre collectif, repenser toute la chaîne alimentaire de A jusqu'à Z est quelque chose de très difficile. C'est pour ça que de même qu'on décrète qu'il faut assumer une transition écologique, il serait absolument indispensable que les politiques nous disent, voilà, ben, on entre maintenant, on a compris qu'en 50 ans, on s'était trompé dans la gestion de la chaîne alimentaire. Maintenant, on entre dans l'ère d'un nutri-écologie. Et voilà, c'est quelque chose que j'appelle de mes voeux. J'appelle les lecteurs à se renseigner sur ce sujet, mais c'est quelque chose d'absolument indispensable pour se remettre d'aplomb. Est-ce que vous pensez, parce que c'est l'argument qu'on entend perpétuellement, que ce n'est pas possible parce que ce n'est pas rentable? C'est-à-dire, j'ai eu ce débat avec même dans le monde de l'agriculture, des personnes qui disaient, mais enfin, Jean-Louis, ce n'est pas possible de nourrir 10 milliards d'individus avec un râteau et une pelle. Il faut des machines, il faut des produits, il faut de l'engrais, il faut du glyphosate, il faut, etc. On ne peut plus, ce n'est plus possible. Ça, c'est l'argument des productivistes. Oui, je crois que la rentabilité, on commence un peu à s'en ficher un peu. Quand on voit les milliards qu'on est capable de débloquer aux États-Unis ou en Europe parce qu'il y a une pandémie, pour relancer l'économie, on voit bien que de toute façon, si on veut faire marcher la planche à billets, on peut soutenir toutes sortes d'économies, et en particulier l'agriculture et en particulier l'alimentation, puisque c'est d'une part, c'est absolument indispensable pour l'avenir de l'humanité, et en même temps, j'allais dire, c'est rentable parce que une population en bonne santé est une population qui a plus de vitalité, plus d'ingéniosité, qui pose moins de problèmes. Donc, je pense que faire l'impasse sur la qualité de l'alimentation est une erreur majeure. Et donc, il n'y a pas de politique durable si l'homme ne garde pas son statut, j'allais dire sa beauté naturelle, sa capacité, sa vitalité naturelle, et tout ça, il l'appuie en harmonie avec le monde vivant. La nutri-écologie, c'est cette harmonie entre l'alimentation et le monde vivant. D'une part, c'est possible, et d'autre part, on ne peut pas penser bien se nourrir si on dégrade la planète. C'est pas pensable. Alors là, je me rends compte d'une chose, c'est que nous avons oublié de nous présenter. Alors, je m'appelle Jean-Luc Valmigère, ce qui n'est pas le plus important, mais nous représentons l'Institut européen d'éthique alimentaire. Et nous sommes en train de réunir des fonds pour financer une étude sur le coût de la malbouffe, parce que la malbouffe, c'est peut-être pas cher à acheter, mais il y a des coûts induits de santé derrière, des coûts de destruction d'emplois, des coûts de destruction de la planète, des coûts de destruction du paysage, et puis le coût des soins du diabète, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, qui coûtent elles aussi des milliards. Et donc, quand on avale un produit, à cela, il faut rajouter des coûts écologiques. Il faut rajouter les coûts écologiques et les coûts sociétaux, les coûts de santé. Donc, en fait,
la malbouffe qui peut-être coûte 10 euros au départ, pour prendre un chiffre abstrait, en réalité vaut 14, puisque chaque fois qu'on en dépense 10 pour se nourrir, on en redépense 4 derrière, ou 5 ou plus, j'en sais rien. L'étude n'est pas encore finalisée, mais on en dépense beaucoup parce qu'on a détruit des choses, ou on a détruit de la santé, ou on a détruit de la nature ou de l'environnement, et que donc c'est une étude à faire. Elle n'est pas encore faite, mais j'en rêve, on le fera. Nous allons nous appuyer sur les exemples que vous citez vous-même, l'exemple de la viande, l'exemple du sucre, l'exemple des féculents, et le fameux exemple que tout le monde connaît, mais dont on ne parle jamais assez, de l'huile. Alors on va commencer par l'excès de viande, et vous dites l'accroissement de l'élevage a été tellement important que les 2/3 des surfaces agricoles disponibles lui sont maintenant consacrées. Alors il y a ça déjà, ce qui n'était pas le cas de la période précédente, et que nous espérons tous ne sera pas le cas de la période suivante, et nous en arrivons à déforester complètement des grands pans de l'Indonésie et des grands pans de l'Amazonie pour créer des surfaces, pour produire soit des produits pour l'élevage, soit pour mettre des animaux d'élevage. Est-ce que vous pouvez peut-être développer ce point, parce que je crois que beaucoup de gens sont sensibles à ça sans comprendre les liens qu'il y a entre tout, mais là nous avons un exemple où vous êtes un spécialiste d'expliquer le pourquoi des choses et pourquoi l'excès de viande est destructeur et pas bénéfique. Au départ, d'abord, il y a eu un discours approximatif des nutritionnistes qui ont expliqué qu'il nous fallait beaucoup de protéines animales. Et j'allais dire, c'est le message qui est le plus passé chez Monsieur Tout-le-Monde. On a besoin de viande, autrement on va être carencé. On a besoin de produits laitiers, autrement on va manquer de calcium. Donc c'est ce que les travers du nutritionnisme. Donc ce discours, il a beaucoup arrangé le secteur agricole, parce que produire, c'était, j'allais dire, la finalité. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont cru trouver leur salut dans la production. Et des céréales, lorsqu'on mange directement du blé, il n'en faut pas beaucoup pour faire du pain. Par contre, si on veut nourrir des animaux très nombreux, il faudra cultiver beaucoup de céréales. Donc, en quelque sorte, l'élevage était un moyen d'entretenir une chaîne intensive de production agricole. Donc, c'est devenu une espèce de chaîne inarrêtable. Par ailleurs, sur le plan métabolique, un individu qui est habitué à consommer beaucoup de viande a une faim, FAIM, pour la viande. Et réciproquement, on ne devient pas végétarien d'un jour à l'autre, c'est progressivement en réduisant ces quantités de viande qu'on atteint à nouveau un état stable où on ne ressent pas un manque de viande si on n'a pas réellement son morceau de beefsteak tous les jours. Donc, il se trouve que les pays riches se sont lancés et le problème, c'est qu'ils ont voulu exporter ce modèle de grands consommateurs de produits animaux aux pays en voie de développement. Donc, c'est quasiment toute l'humanité qui s'est mise à vouloir consommer beaucoup de produits animaux. Et ceci pose des problèmes considérables. Le premier problème le plus monstrueux, c'est l'instrumentalisation du monde animal et donc le fait de faire des élevages industriels qui sont totalement irrecevable sur le plan éthique. Le deuxième problème considérable, c'est j'allais dire, l'empreinte carbone et le coût écologique de la production de viande, parce qu'elle dépend largement de la production de céréalières ou bien de la production de protéagineux, de soja venant, par exemple, d'Amérique du Sud. Donc, on ne peut pas continuer là-dessus et notre culture gastronomique était trop centrée sur le morceau de viande avec une garniture des produits végétaux autour. Enfin, c'était réellement une garniture pour faire joli. Donc, on a construit un système qui n'est pas durable, qui est un système de dépenses complètement inutiles.
Alors, en plus, ces 20 dernières années, on s'est complètement assuré que la santé humaine était mieux gérée si on avait une consommation modérée de viande. On dit on n'a aucun intérêt à consommer beaucoup de calories d'origine animale. C'est pour ça que dans ce livre, j'en suis venu à dire que une recommandation raisonnable serait de diminuer de moitié la consommation de produits animaux, qui représente actuellement 30% des calories d'origine animale, passer à environ 15% de kilocalories d'origine animale. Et vous n'allez pas compter les calories, surtout pas, mais retenez que 2 portions de produits animaux par jour suffisent largement pour votre santé. Évidemment, pour ceux qui veulent consommer moins de produits animaux, c'est encore possible. On peut être seulement végétarien. Bon, je ne recommande pas le fait d'être végan parce que ça ne me paraît pas la solution. Autre chose, si vous voulez définir, vous situez vous-même, définissez-vous comme éco-végétarien, c'est-à-dire une personne qui mange de la viande, mais en petite quantité. Éco-végétarien, c'est-à-dire qui adapte son alimentation à la gestion de l'environnement et tout en, bien sûr, ayant un mode alimentaire tout à fait parfait pour la santé. Et ça réintroduit la notion d'équilibre à laquelle vous êtes cher, mais Ouais. Charlotte va vous lire, vous. C'est la conclusion du chapitre sur la viande et c'est votre rubrique à retenir. Nous passerons après au sucre. Mais Charlotte, Oui. Afin de réduire notre empreinte carbone et le gaspillage alimentaire, afin de protéger notre santé et aussi combattre la souffrance animale, la Nutri-Écologie préconise de réduire de moitié notre consommation de produits animaux. Elle préconise un mode alimentaire que l'on pourrait qualifier d'éco-végétarien, limitant environ à 15% la part des calories d'origine animale. Reste à bien équilibrer les 85% de calories d'origine végétale restantes, en veillant à consommer le moins possible de produits ultra transformés. voilà, c'est très bien dit dans votre livre, alors on n'a pas résisté. On va parler maintenant du sucre, parce que là aussi, on est sur quelque chose. J'ai aussi découvert beaucoup de choses en lisant votre livre et j'incite le lecteur à faire la même découverte que celle que j'ai faite. On est parti de notre histoire du sucre de betterave en France et puis du sucre de canne. Donc on est parti de produits naturels où on sucrait normalement, enfin on avait un sucre qui, entre guillemets, sucrait et qui avait du goût et qui n'était pas nuisible à son environnement. Et on est arrivé à ce qu'on appelle du sucre, mais qui n'est pas du sucre, qui est en fait un sirop de glucose, fructose, et qui est fait à base de maïs ou de céréales. Alors, je ne sais pas, on croit donc en fait qu'on mange du sucre, et quand on achète une crème produit transformé, on a un mélange de faux lait ou de fausse crème avec du faux sucre, en résumé. Alors, c'est quoi ce faux sucre et comment est-on arrivé à ça? On a tellement besoin de sucre pour qu'on soit arrivé à être obligé de produire du faux sucre? Non, le faux sucre, ça a été, on le produit uniquement comme débouché pour un excès de céréales. Mais revenons au sucre. Le problème du sucre, il est extraordinairement complexe parce qu'au départ, j'allais dire, le goût sucré, il est inné. Le bébé naissant, il est très sensible au sucre. C'est-à-dire que on voit bien que lorsqu'on était chasseur-cueilleur, on avait besoin de distinguer les produits qui contenaient du sucre parce que notre cerveau, il a besoin de glucose et donc c'était très important pour la survie de l'homme d'être, j'allais dire, de savoir goûter, de savoir trouver les plantes sucrées. Et cette nécessité, elle a été totalement déviée, dérivée. Et donc petit à petit, on s'est lancé, j'allais dire, l'agriculture et l'agro-industrie s'est lancé dans une utilisation effrénée du sucre, de cette fameuse calorie vide. Alors, non seulement le sucre de canne, puis ensuite le sucre de betterave, et maintenant les sirops de glucose fructose. Alors, pour l'industriel alimentaire, ça a un intérêt, parce que sur l'étiquette,
si on met d'abord le sucre, si c'est le sucre l'élément majeur, on est obligé de le mettre en premier. Par contre, si on peut mettre à la fois du saccharose, du sucre de canne ou des betteraves, et ensuite du sirop de glucose fructose, les deux vont être en quantité plus modérée et ça va pas apparaître comme le premier composant de l'aliment. Donc, c'est une façon comme une autre de faire consommer encore plus de calories vides. Et donc, le sucre actuellement, on peut dire que c'est un fléau pour l'humanité. Consommer en petite quantité, ça passe. Consommer en grande quantité, le sucre est largement à l'origine de l'obésité. Voilà. Donc, comment faire? Il faudrait taxer le sucre, puisque c'est vraiment ses effets sur la santé sont considérablement négatifs. Il faudrait le taxer. Mais on a voulu taxer le soda, par exemple. Mais il y a des braves âmes qui ont dit, oh là là, on va pénaliser les plus pauvres. Donc, on est dans la démagogie la plus complète. Si un ingrédient j'allais dire, a des effets négatifs, s'il n'est pas bon pour l'homme, il faut pour le moins le taxer. Et aucun gouvernement n'a pas su encore taxer le sucre. Pourtant, c'est indispensable. Eh bien, si on passait aux féculents, est-ce que les féculents sont dans le même cas? Est-ce que, comment dire, est-ce que on est dans la même démarche avec l'utilisation de féculents qui produits d'une certaine façon deviennent nuisibles pour la santé? Bon, on est quand même passé des céréales à des productions de féculents qui sont devenues nuisibles maintenant. Oui, est-ce que les féculents sont dans la même problématique non, que le sucre ou la viande? Ça, c'est j'allais dire, il y a un risque de mettre les féculents au même niveau que les sucres. Mais dans les féculents, à l'origine, il n'y a pas d'aliment plus efficace pour nourrir l'humanité. Sans les céréales, sans les légumes secs, sans la pomme de terre, on n'aurait pas pu nourrir les hommes. Donc, les féculents sont à la base de l'alimentation humaine, tout simplement parce qu'ils sont une source de de glucose pour le cerveau, et on ne peut pas, si on veut trouver le glucose pour le cerveau à partir des protéines animales ou bien à partir des sucres, c'est la catastrophe métabolique. Donc, les féculents ne sont absolument indispensables. Simplement, à condition de garder leur complexité. Et de ce côté-là, au niveau des céréales, du pain en particulier, on a voulu trop raffiner les féculents. Et en les raffinant trop fortement, on leur a donné un index glycémique trop important, on leur a fait perdre de leur densité nutritionnelle, on leur a fait perdre de leur potentielle santé. Donc voilà, les féculents nous sont indispensables, mais il faut savoir les consommer après de bonnes transformations. Et l'industrie agroalimentaire a trop fait du cracking des féculents, et le pire des cracking, je vous l'ai dit, c'est de transformer des féculents en sirop de glucose fructose. Vous êtes très dur avec cette histoire de transformation. Je vais vous lire. Une fois lancée, cette entreprise infernale de transformation industrielle, vous parlez bien des féculents, oui. A eu le succès planétaire que l'on sait, et son essor semble inarrêtable, d'autant que trop peu de nutritionnistes ont alerté l'opinion sur la dangerosité de ces transformations. Donc vous êtes très direct, très clair. Oui. Les conséquences extraordinaires sur le développement de l'obésité de cette nouvelle offre alimentaire auraient dû mettre un terme rapide à ce bricolage alimentaire irresponsable. Ça, c'est carré, hein, c'est dit, c'est dit. Je n'ai rien à retirer et malheureusement, voilà, on n'est pas encore assez écouté. Je suis pas encore assez écouté. Voilà. Eh ben, vous dites d'ailleurs la suite logique de ce que vous venez de dire à propos des féculents. C'est au-delà de tout ça, c'est l'ennemi, c'est l'ultra-transformation. Alors là, je ne résiste pas au plaisir, je vais vous lire, en pointant les problèmes métaboliques ou comportementaux associés à la consommation de sucre ajouté, il y a un risque de penser que l'on pourrait améliorer
entièrement la qualité des produits ultra transformés par la seule diminution ou suppression du sucre. En France, c'est le message envoyé aux industriels par le Nutri-Score. C'est faux. C'est l'artificialisation de la nourriture et la production de faux aliments qu'il faut dénoncer plutôt que de pointer seulement la question du sucre. C'est dans la suite de vos réflexions sur les féculents. Hein. Donc, vous revenez en disant que le vrai problème n'est ni les féculents, ni le sucre, mais c'est l'ultra-transformation. Donc voilà. Je crois que là aussi, vous n'avez rien à enlever, apparemment. Non, rien à enlever. Ben, Charlotte va nous lire un passage, ouvrir un nouveau chapitre avec un passage. On parlera de l'huile tout de suite derrière. Mais moi, j'ai trouvé ça très amusant parce que c'est très parlant et en plus, c'est très vrai. Charlotte. Une pilule d'antioxydants ne remplacera jamais une assiette de légumes colorés. La découverte du rôle du stress oxydant dans la genèse des maladies non transmissibles a conduit, vers les années 2000, certains scientifiques à vouloir réduire le rôle des fruits et légumes à l'apport d'antioxydants. Heureusement, ce fut clairement un échec. Autrement, nous ne mangerions plus des carottes et des tomates, mais des pilules de bêta-carotène et de lycopène. Des efforts gigantesques ont été effectués pour chasser le naturel de nos assiettes. Heureusement qu'il revient au galop. Ouf. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. Il y a eu des recherches menées par la recherche publique pour savoir si on pouvait distribuer des pilules de bêta-carotène et si, ce faisant, on résolvait des problèmes, j'allais dire, de prévention de cancer ou des maladies cardiovasculaires. Certains scientifiques y ont réellement cru. Et heureusement que ça a été un échec. Voilà. De même que, j'allais dire, vers les années 80-90, il y avait des scientifiques qui nous promettaient une alimentation par pilule. Voilà. Ouais. Donc, on s'était même mis à vouloir faire des protéines avec des levures de pétrole, ainsi de suite. Oui, ça s'est calmé quand même, hein, heureusement. Ça s'est un peu calmé. Mais cette période, on disait il n'y a pas de problème pour aller sur Mars. On emmène un petit sachet de pilules et on a à manger pour 6 mois. Enfin, je me souviens très bien de ces réflexions sur le voyage et le fait que se nourrir n'était pas encombrant, c'était une pilule, ça donnait tout. Je me souviens très bien. Mais bon, on a un peu oublié ça. Heureusement. Et je crois que nous allons aborder un chapitre il y a 2 grands chapitres qui sont les bêtes noires, je dirais, qui médiatiquement marchent bien et qui sont les bêtes noires de l'agro-industrie. Là, c'est pour l'agriculture, c'est le glyphosate. Je parle de ceux dont on parle, je ne parle pas de ce qui est le plus dangereux, mais les épouvantails, c'est le glyphosate, bon, on ne va pas en parler. Marie-Monique Robin fait ça très bien, encore une amie de la librairie Kléber. Et l'huile de palme. Alors, parlons de l'huile de palme. Charlotte va vous lire, vous, de nouveau, vos réflexions sur l'huile de palme. Et après, on va converser là-dessus parce que je crois que c'est extrêmement intéressant. Charlotte. En volume, c'est la première huile du monde, issue des fruits du palmier. L'huile non raffinée est très rouge parce qu'elle est très riche en bêta-carotène, une provitamine A très efficace pour lutter contre les carences en vitamine A. Heureusement, elle est consommée en l'état, pour leur plus grand bien, par les populations autochtones en Afrique, Asie ou Amérique. Mais pour l'agro-industrie occidentale, elle doit être préalablement blanchie afin de passer inaperçue dans une multitude de produits transformés. L'huile de palme a mauvaise presse pour son débouché agroalimentaire et la déforestation qu'elle entraîne. Le cas de l'huile de palme, tant décriée, est exemplaire des méfaits du raffinage. Notons que l'huile d'olive, si elle était raffinée comme l'huile de palme, aurait un intérêt nutritionnel très faible et son prix de revient plus élevé l'aurait fait disparaître du marché. Alors, on en revient à ce que vous dénoncez toujours. Ce n'est pas le produit qui est mauvais, c'est la façon dont on le transforme. Et vous donnez l'exemple, l'huile de palme intrinsèquement, c'est pas mauvais, c'est ce qu'on en fait qui est mauvais. Et vous le mettez en parallèle avec l'huile d'olive qui a heureusement été respectée. Donc, l'huile d'olive est bonne en fait parce qu'on respecte le produit naturel. Mais j'aimerais, alors l'huile de palme est tellement décriée qu'il y a souvent des raisons. J'aimerais qu'on en parle un petit peu plus parce que c'est vraiment, on en a beaucoup parlé autour d'une pâte à tartiner chocolatée avec qu'on ne de citera goût de pas. noisette qu'on ne citera pas.
mais que tout le monde connaît. On en a beaucoup parlé à ce sujet, mais en fait, elle est omniprésente, cette huile de palme. D'une part, et d'autre part, elle fait des ravages écologiques dans le respect, dans le non-respect de l'environnement. Enfin, c'est devenu un vrai fléau. Mais c'est aux scientifiques que je m'adresse. Pouvez-vous nous expliquer mieux tout ce problème de l'huile de palme qui, visiblement, est à l'origine de beaucoup de nos maux? L'huile de palme n'est pas une huile parfaitement équilibrée sur le plan des acides gras. Par exemple, il y a des huiles chez nous, comme l'huile de colza, qui est beaucoup plus équilibrée que l'huile de palme. Si bien que d'ailleurs que dans certains produits de l'agroalimentaire, maintenant, ils ont commencé à supprimer l'huile de palme pour la remplacer par d'autres huiles plus naturelles et plus équilibrées sur le plan des acides gras essentiels. Mais malgré tout, l'huile de palme, j'allais dire, consommée dans des modes alimentaires traditionnels, a tout à fait sa place. Voilà. Ensuite, on se rend compte que un des gros problèmes des matières grasses, c'est effectivement leur transformation. Et je ne comprends pas pourquoi on ne fixe pas la règle qu'une huile doit être simplement vierge et pas raffinée. C'est-à-dire, on ne doit pas extraire, on ne doit pas enlever les micronutriments qui sont présents dans l'huile. Et pourtant, c'est ce que l'on fait couramment. On va dire que, à part l'huile d'olive, la majorité des autres huiles, tournesol, colza, pépins de raisin, ainsi de suite, sont des huiles raffinées. Donc, on ne sait pas mettre un terme à des erreurs technologiques parce que finalement, trop peu de nutritionnistes se prononcent sur ce sujet. Et je ne comprends pas, c'est vrai qu'en France, comme dans beaucoup de pays, la nutrition est sinistrée. Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent d'alimentation, mais c'est pas nécessairement des gens qui ont fait toute leur, j'allais dire, qui sont spécialistes. Je les critique pas, mais bon, l'État, j'allais dire, vous l'avez vu pour le Covid, l'État écoute éventuellement des spécialistes d'un sujet. Mais les nutritionnistes n'ont pas su se faire entendre des pouvoirs publics pour imposer de nouvelles règles. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Si on est payé en tant que nutritionniste, on doit pouvoir en retour, j'allais dire, donner les bons conseils, les bonnes directives au pouvoir public. Donc on peut dire que les nutritionnistes n'ont pas su donner les bonnes directives au pouvoir public pour leur dire en matière d'huile, il faut se suffire avec des huiles vierges et les huiles raffinées n'ont pas leur place ni dans l'industrie alimentaire, ni dans la table des consommateurs. Et si on supprimait cette ultra-transformation de l'huile de palme, on va admettre que de toute façon, on en a planté des palmiers à huile par millions d'hectares en Indonésie, on est en train d'en planter par millions d'hectares au Brésil. Si on ne l'avait pas, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, on ne l'avait pas il y a 30 ans. Donc on vivait. Alors, qu'est-ce qui fait que maintenant on en a besoin? Rien du tout. Rien du tout. On peut être tout à fait autonome en culture oléagineuse. On a le tournesol, on a plusieurs variétés de tournesol, le tournesol oléique, le tournesol linoléique, donc c'est des tournesols avec des profils d'acides gras différents. On a le colza, on a un peu d'huile d'olive, on a d'autres sources on aurait le lin, on aurait la caméline. On n'a pas besoin réellement d'importer des huiles de palme. Et pourtant, ces huiles ne sont pas, j'allais dire, on pourrait avoir leur place. Mais si on veut consommer des huiles de palme, il faut le faire comme les Africains. Il faut le consommer à l'état brut et les mettre dans des sauces qui vont nous paraître un peu fortes. Si c'est pas notre culture, on n'est pas obligé de consommer des huiles de palme. Mais si on veut la consommer, consommons-la naturellement. J'ai consommé de l'huile d'arachide au Niger, faite dans le village où j'étais, donc faite par les gens, qui était très bonne, forte en goût, c'est vrai, mais qui était faite naturellement. Enfin, chacun faisait son huile, ou là on faisait un peu plus et allait en vendre quelques litres au marché. Ça n'a rien à voir. Et c'était, c'était très goûteux. Et j'avais l'impression qu'il fallait en mettre très peu par rapport à nos huiles à nous, où on en met un peu plus. Enfin, c'est une impression. C'est totalement subjectif.
c'est des, comment dirais-je, des récits de voyage, voilà. Ouais, je comprends parfaitement. Vous confirmez. Vous dites, et nous acheminons vers la fin de notre entretien, comme je voudrais absolument qu'on parle de la charte de nutri-écologie, je vais un petit peu raccourcir sur les produits, parce que cette charte me semble vraiment importante, mais il me semble également importante cette phrase que vous dites, l'industrialisation de l'alimentation à l'origine de l'épidémie d'obésité, crée une véritable dépendance de la population pour les produits alimentaires ultra transformés, et il devient très difficile, après quelques décennies, de sortir de ce cercle vicieux. Et vous dites également, nous sommes, et là c'est important parce que c'est l'explication, nous sommes dans une impasse alimentaire et de puissants lobbies économiques nous empêchent d'en sortir. Puissants lobbies économiques nous empêchent d'en sortir, avec la passivité alarmante des nutritionnistes, parfois avec leur complicité, une chaîne alimentaire totalement incontrôlée, faite de productivisme agricole et de transformation dénaturante des aliments, a pu se développer, malgré des signaux alarmants sur les dérives de l'agriculture, la pollution de l'environnement, la montée de l'obésité. Les nutritionnistes n'ont pas changé de logiciel et ils ont cru pouvoir maîtriser l'alimentation humaine dans le système existant. Et dernier point, l'industrie a dégradé les aliments naturels en ingrédients avantageux, faits de sucre, de gras, d'amidon, de dérivés du lait et du soja, donc de dérivés, pas de lait et de soja, de produits céréaliers qu'elle a recomposés ensuite en une multitude de produits savamment aromatisés, texturés, emballés, étiquetés. Donc vous décrivez les faux aliments, en fait, dont parle Ingrid Kragel dans un ouvrage à succès récent où elle parlait des faux aliments et de leur nocivité pour nous, pour les gens. Vous pouvez creuser peut-être un peu ce point parce qu'on touche vraiment avec ça explique aussi pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir, la pression des lobbies qui fait que chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose pour l'en empêcher, on est contrebalancé par des pouvoirs qui ont un caractère économique et qui ne permettent pas de se faire entendre des gens comme vous ou tout simplement le bon sens. Ça explique aussi, votre analyse explique pourquoi on n'arrive pas à avancer plus vite. On est enchaîné par la question alimentaire. Beaucoup de personnes ont besoin d'une prise alimentaire immédiate pour se réconforter. Et l'industrie a trouvé la solution. Elle offre en payant une diversité extraordinaire de produits à consommer qui permettent de satisfaire un besoin qui semble, dans un premier temps, réconforter le mangeur. Donc, l'industrie agroalimentaire a su piéger les consommateurs et c'est très difficile d'en sortir dans la mesure où les gens ont perdu leur autonomie, ont perdu la force, le courage de faire leurs courses et de préparer des repas, même des repas tout simples, mais de préparer un repas et de ne pas chercher directement un réconfort nutritionnel dans un produit tout fait. Donc, cette solution a piégé une très grande partie de la population, et je dirais même dans les familles qui font normalement les repas, vous trouverez dans les placards beaucoup de ces produits ultra transformés qui finalement sont nuisibles et ne servent à rien du tout. Mais ils sont là, ils sont sécurisants. On se dit, si j'ai une petite soif, je prendrai un jus de fruits, un soda. Si j'ai une petite faim, je prendrai tel biscuit. Il y a une espèce de sécurité qui est procurée par cette myriade de produits ultra transformés. Et on a l'impression que ça sécurise les humains, voilà. Et sauf que ce n'est pas bon du tout. Et alors, comment sortir de cette affaire-là? Certainement par une politique, premièrement, j'allais dire, de classification de l'offre alimentaire dans les supermarchés. Il faudrait que les produits ultra transformés soient mis avec les produits cosmétiques ou les produits de ménage au fond du supermarché, donc qu'ils soient
carrément, j'allais dire, placés dans les produits très secondaires. Et donc, si on ne sait pas faire, et la deuxième mesure, ça serait de taxer ces produits, de taxer les calories vides, les sucres, les autres ingrédients provenant du cracking alimentaire, de façon à rendre ces produits, j'allais dire, assez inaccessibles et pas intéressants du tout. Tandis qu'actuellement, ils sont, j'allais dire, trop disponibles, pas chers, et donc les gens ont l'impression de trouver un réconfort en remplissant le caddie avec ces pseudo-aliments. Ce sont des réflexes, mais vous parlez de taxer. Il y a l'histoire, vous connaissez l'histoire de l'amendement Nutella. Donc il y a quelqu'un qui a pensé, il y avait un problème, c'était un problème de budget. Donc le budget est voté à l'Assemblée nationale, puis passe au Sénat, et un sénateur qui s'appelle Daudigny, un sénateur PS, très droit dans ses bottes, très honnête avec sa conception, a dit, mais là, il y a un problème. Et si on taxait l'huile de palme, ça créerait tant et tant de revenus. Il ne parlait pas de taxer Nutella, bien sûr. L'amendement, c'est appelé amendement Nutella. Et il a créé cette taxe, et cette taxe a été votée par le Sénat. Miracle, tout va bien. Et la loi, c'est la navette. Après, on repasse à l'Assemblée nationale, et là, il y a eu un tel pouvoir, une telle puissance des lobbies, que l'amendement dit amendement Nutella, mais en fait qui était l'amendement d'Audigny sur l'huile de palme, n'est pas passé et l'affaire a été enterrée. C'est un exemple. Je pense qu'un jour, un sénateur ou un député arrivera à en faire passer un amendement et que ce sera la porte ouverte pour pouvoir continuer. Mais ce n'est pas encore fait. Ceci étant, l'esprit existe. Je voudrais, si vous voulez bien, parce que nous allons devoir arrêter notre entretien bientôt, et je veux absolument qu'on parle de votre charte, dire juste 2 mots, Charlotte, c'est à vous, sur les dictats de l'industrie. Longtemps, l'agriculture a répondu aux dictats de l'industrie agroalimentaire. Elle doit maintenant s'adapter à une demande sociétale de préservation de la planète et à une aspiration nouvelle en faveur d'aliments naturels dotés d'un fort potentiel santé. Voilà. Ça me semblait important d'avoir dit ça, et ça me semble également important de dire le poids des lobbies, très vite, Charlotte. Lorsque les pouvoirs publics veulent imposer des règles plus contraignantes au secteur agroalimentaire, le poids des lobbies est tellement puissant qu'il échoue rapidement. Par exemple, à l'automne 2018, un décret portant sur la réduction du sel dans le pain avait été négocié avec la Fédération de la boulangerie. L'ANIA, craignant une extension L'ANIA, c'est l'Association nationale des industries agroalimentaires. Pardon, Charlotte. Pas de problème. Craignant une extension de cette mesure aux autres aliments, a opposé son veto. Résultat, le projet de loi fut retiré. Il est dommage que les responsables politiques soient si faibles vis-à-vis des lobbies et ne jouent pas un rôle clé dans l'assainissement nutritionnel et écologique de l'offre actuelle. Voilà, nous avons fait le tour un tour très léger et en survol de votre ouvrage que je vais encore montrer. Voilà, ça y est, la Nutri-écologie par Christian Rémézy. Parlez-nous, s'il vous plaît, de la charte de la Nutri-écologie et nous conclurons là-dessus. Donc, effectivement, la nutri-écologie, c'est un bien commun pour tout le monde. C'est le mot, c'est le terme, c'est la voie qu'il nous faut prendre. Et pour ça, j'ai pensé qu'il fallait écrire une charte. De même qu'à un moment donné, il y a des chartes qui s'imposent. Il y a eu la charte de l'environnement, la charte des droits de l'homme. Et je pense effectivement qu'il faut faire connaître la charte de la nutri-écologie. Autrement dit, quels sont l'ensemble des droits et des devoirs, non seulement des citoyens, mais des agriculteurs, des industriels de la transformation, des politiques, enfin de tous les acteurs, pour aller dans ce sens salutaire, le sens de survie de l'humanité et de protection de la planète. Donc voilà, cette charte, je vous invite à la lire et j'allais dire, à être les acteurs de cette voie qui nous est indispensable. Bien, merci. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de cette invitation. Cet entretien à la librairie Clévert. Chères personnes qui nous écoutez, voilà, j'y arrive, je le mets au milieu. La Nutri-écologie, le seul futur alimentaire possible, par Christian Rémézy, en vente à Strasbourg à la librairie Clévert.
Merci de la librairie Kléber, merci François Wolfermann, merci Charlotte et merci Christian Rémézy. À bientôt. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir. Je vous rappelle après. D'accord.